Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vendredi, Aboubacar Cissé a été sauvagement assassiné dans une mosquée, en pleine prière. L'horreur. Au nom du groupe socialiste, j'exprime à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de nos compatriotes musulmans légitimement bouleversés par ce drame, notre soutien total et nos condoléances sincères. Mais avec son arme, c'est la nation tout entière, une et indivisible, que le meurtrier a frappé en plein cœur. C'est aujourd'hui la France qui est en deuil, comme l'illustre la minute de silence que nous venons d'observer et les nombreux rassemblements organisés partout en France par les maires. Aboubacar Cissé a été tué parce qu'il était musulman. Il s'agit d'un crime raciste, anti-musulman, islamophobe. Ça n'est pas un fait divers. Comme je l'exprimais il y a quelques jours à la tribune de notre Assemblée, notre pays connaît un climat nauséabond, un climat de division, de haine, alimenté par des discours politiques et médiatiques. Nos compatriotes musulmans ont peur, se sentent abandonnés, exclus de la communauté nationale. Je leur dis ici avec force, je le dis également à nos compatriotes juifs ou chrétiens et à toutes celles et ceux qui partagent cette crainte inadmissible pour leur sécurité. Au sein de la République laïque et universaliste, vous n'êtes pas seuls. Face à un tel drame, j'en appelle à l'unité nationale, car la division ne peut être le remède à la division. Et j'apporte bien évidemment mon soutien à notre collègue Jérôme Guedj. J'en appelle à la devise républicaine, qui est le seul chemin pour refaire vivre la cohésion nationale. La République n'impose pas la neutralité des citoyens. Elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, comme le dispose l'article 1er de la loi de 1905. La République doit assurer l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. La République doit faire vivre la fraternité entre l'ensemble des citoyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous en appelons à la mobilisation générale. Allez-vous veiller à ce que la parole publique et médiatique ne stigmatise plus nos compatriotes musulmans? Allez-vous mettre fin à cette surenchère législative qui prétend combattre le communautarisme, mais ne fait que renforcer le repli, le sentiment d'exclusion et la légitimation de la violence? Allez-vous prendre, Monsieur le Premier ministre, la mesure de l'urgence et faire de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-musulman une priorité de nos politiques publiques? Merci. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci déjà pour votre question, la décence, la gravité et le sens de responsabilité de votre question. Je veux d'abord ici rendre hommage à Aboubacar Cissé. Il a été assassiné alors qu'il priait dans une mosquée. Il avait 22 ans. Il venait d'être diplômé d'un CAP de menuiserie et tous ses proches, ses amis, ses voisins le décrivent comme un homme de bien et un homme qui était extraordinairement bienveillant. C'est à lui d'abord que je pense, et évidemment à ses proches, à sa famille et à l'ensemble de nos compatriotes musulmans qui, par ce gemme et ce crime odieux, peuvent se sentir évidemment en danger. Je veux dire qu'aucune haine n'a sa place évidemment dans la République. Que ce soit la haine anti-musulman, que ce soit la haine anti-juif, que ce soit la haine anti-chrétien, aucune forme de haine anti-religieuse ne peut exister dans la République. Parce que notre République, elle est universaliste. Parce que notre République, elle ne reconnaît en effet que la capacité à croire ou à ne pas croire. Et notre République, elle protège l'ensemble des Français. Et c'est cet universalisme qui doit pouvoir nous faire tenir. La République, rien que la République, toute la République. Alors, vous nous invitez à du rassemblement. Oui, c'est cette unité que nous devons avoir, non pas la volonté ici de recréer des factions, non pas là la volonté d'attaquer un homme député avec des propos antisémites, alors que nous devons justement tenir ensemble et tenir ensemble l'unité de la nation. Alors oui, nous allons tenir, parce que nous allons tenir notre parole à l'ensemble des Français de pouvoir avoir cet esprit de rassemblement et d'unité. Nous allons tenir parce que nous allons tenir ensemble debout et nous allons tenir parce que nous devons, Monsieur le député, tenir la République. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ArcelorMittal vient d'annoncer plus de 600 suppressions d'emplois en France, notamment à Dunkerque et Mardic, dans ma circonscription, où 320 postes sont menacés. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des familles, des vies frappées de plein fouet par le cynisme d'un groupe qui ne tient pas ses engagements. Je veux exprimer ici toute ma solidarité avec ces salariés qui vivent depuis des mois au rythme de l'incertitude, du flou et, disons-le, du mépris. Mépris pour les ouvriers qui se lèvent chaque jour pour faire tourner les hauts fourneaux avec fierté, sans lisibilité sur leur avenir. Mépris pour les sous-traitants, pris en otage par des décisions stratégiques opaques. Mépris enfin pour nos territoires qui ont toujours pris leurs responsabilités et pour les élus locaux qui tiennent leurs engagements à travers une union sacrée en faveur de l'industrie locale.
Cette situation n'est pas acceptable. Il en va de la survie de la filière acier européenne. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, que l'on apporte de la visibilité aux salariés d'Arcelor, comme aux élus des territoires concernés, et que l'on redonne des perspectives claires à notre filière acier. Vous le savez parfaitement, nous ne pourrons pas réussir pleinement notre pari sur la réindustrialisation sans une filière acier forte et indépendante. Au regard du contexte actuel, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dépendants des seuls aciers américains et chinois. L'Europe doit avoir son indépendance sur ce sujet et dès maintenant accélérer les mesures du plan acier. Monsieur le Premier ministre qui n'êtes plus là, il est urgent de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, la Commission européenne, les représentants des salariés, les élus locaux, et d'exiger des garanties claires et fermes de la part du groupe ArcelorMittal. À Dunkerque comme à Florange ou à Bassindre et ailleurs, nous attendons des actes et non pas des paroles. Une véritable feuille de route pour l'acier bas carbone, la préservation de notre outil industriel, des investissements rapides et des emplois protégés. Sans cela, il faudra envisager rapidement que l'État prenne toutes ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, ma question est triple, mais aussi simple. Allez-vous conditionner tout soutien financier futur à Arcelor en contrepartie d'engagements fermes? Allez-vous imposer à ArcelorMittal une feuille de route transparente? Et comment comptez-vous garantir que la France conserve une autonomie? Merci. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Allez. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquel, la décision d'Arcelor est évidemment une très mauvaise nouvelle et je m'associe avec vous par solidarité aux salariés, à leurs familles, sur le site de Dunkerque, mais aussi sur les autres sites qui sont concernés par cette restructuration. Vous le savez, la situation de l'acier est difficile. Elle est difficile en France, elle est difficile en Europe. Mais face à cette décision, j'ai pris l'initiative de m'entretenir ce matin avec la direction française et aussi avec la direction européenne d'Arcelor à Bercy. Il m'a été confirmé qu'un certain nombre de conditions étaient nécessaires au maintien des investissements dans la décarbonation que vous avez évoqués, investissements qui sont eux-mêmes absolument essentiels à la pérennisation des emplois et de l'ensemble des sites, et notamment celui de Dunkerque. Agir, c'est d'abord agir au niveau européen, c'est ce qui nous a été dit. Agir au niveau européen, c'est renforcer les quotas d'importation. Ils ont été annoncés, ces quotas, par le commissaire Séjourné, sur l'initiative et sur les propositions du gouvernement français que nous avions faites. Mais il faut désormais aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin dans la protection commerciale de notre industrie sidérurgique. Je vais m'y employer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Il s'agit également d'agir sur le mécanisme de taxation carbone aux frontières. C'est une demande de la filière sidérurgique, c'est une demande d'Arcelor. Nous devons donner à nos industriels qui s'engagent dans l'investissement de décarbonisation la capacité à lutter à armes égales. Et ça suppose une meilleure taxation carbone aux frontières. Nous y sommes également engagés. Je vais rencontrer le commissaire Séjourné dans les prochains jours et lui rendre compte des demandes de la filière sidérurgique dans son ensemble et des enjeux liés au maintien de l'emploi. Je viendrai rendre compte ensuite à l'ensemble des élus, à vous-même, aux parlementaires, aux députés Paul Christophe, à Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, à l'ensemble des représentants des salariés, également au président de la région, Xavier Bertrand, que je sais très engagé sur ce sujet. Le travail ne peut être que collectif, mais je pense que les investissements ne sont pas abandonnés et qu'en travaillant collectivement, nous pouvons arriver à maintenir l'emploi sur le site de Dunkerque. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, elle était venue au lycée pour apprendre et bâtir son avenir. Mais jeudi soir, Lorraine n'est pas rentrée chez elle. Elle est morte dans son lycée, poignardée par un élève de son établissement. Je veux ici honorer sa mémoire et partager la douleur de sa famille et celle de ses amis. Je tiens aussi à saluer le professionnalisme du personnel de l'établissement et leur adresser un message de soutien. Ce drame ne doit pas être considéré comme un fait isolé. Il est le symptôme d'un mal profond, la dégradation de la santé mentale de nos enfants. Les études montrent que 40% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Le taux de dépression chez les jeunes a quasiment doublé depuis la période pré-Covid. Mais notre système de santé mentale est lui-même en souffrance. Les moyens humains manquent pour détecter puis traiter efficacement les troubles. Les délais sont trop longs, les services saturés et l'offre de soins bien trop insuffisante. Dans ce domaine aussi, les inégalités territoriales sont majeures. Professionnels de santé, associations, élus de toute sensibilité politique tirent la sonnette d'alarme. Le mal-être des jeunes augmente sans que les réponses ne suivent.
Face à l'ampleur et à l'urgence de la crise, nous avons besoin maintenant d'un plan d'action rapide et ambitieux, en investissant dans la prévention, en facilitant l'accès à des professionnels de santé mentale, en renforçant la présence dans les établissements scolaires, en soutenant les services de pédopsychiatrie, mais aussi en agissant sur les causes du mal-être. Après le drame de l'école Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, votre gouvernement a préféré nous parler de portique et d'ensauvagement. L'essentiel reste, semble-t-il, invisible à vos yeux. Combien de signaux d'alerte faut-il encore pour que l'État agisse concrètement? Proclamer une grande cause ne suffit pas. Il est temps de faire enfin de la santé mentale de nos enfants une priorité. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Ben Brahim. Encore une fois, je crois que ces agressions sont insoutenables pour les parlementaires que vous êtes, pour les ministres que nous sommes, pour les citoyens et les parents que nous sommes. Je pense que nous ne pouvons pas opposer santé mentale, prise en charge de la santé mentale de nos jeunes et protection de nos lycées. Donc je crois qu'il faut faire les deux. Donc je crois qu'il y a l'intérieur, la justice qui sont concentrés sur ces mesures de protection de nos établissements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au député Jolivet, il n'est pas normal de se faire poignarder dans un établissement scolaire. D'un autre côté, il y a une vraie prise en charge de la santé mentale de notre jeunesse qui nécessite une déstigmatisation, qui nécessite un dépistage par les professionnels et qui nécessite surtout la formation plus de soignants qui doivent s'orienter vers les métiers de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, d'infirmiers spécialisés, d'infirmiers en pratique avancée sur ces sujets. Tout ça, ça nécessite de réarmer nos centres médico-psychologiques dans nos territoires où les délais de prise en charge sont beaucoup trop longs, je vous le confirme, de voir si nous pouvons aussi réarmer notre médecine scolaire. C'est ce que nous ferons avec la ministre de l'Éducation nationale dans 3 semaines lors de la santé scolaire. Et puis enfin, de pouvoir former quand la prise en charge psychologique ne suffit pas, qu'il y ait une réelle prise en charge psychiatrique de notre jeunesse avec des traitements, avec des hospitalisations. Tout ça nécessite des moyens et tout ça, nous sommes engagés pour privilégier ces actions-là dans le cadre actuel, dans le cadre du futur projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas en une année de santé mentale que nous allons régler ces sujets-là. C'est un engagement de plusieurs années pour améliorer la santé mentale de notre jeunesse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Chaque année en France, 60 000 cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués. Selon les chiffres du Système national des données de santé, 11 900 hommes en sont morts en 2022. Ainsi, le cancer de la prostate représente 15% de l'ensemble des cas de cancer. Il est d'ailleurs le 3e cancer le plus meurtrier chez les hommes. Ces chiffres sont alarmants, pourtant le tabou reste entier et ce type de cancer n'est pas assez discuté. Le manque de prévention, une fois encore, met en danger leurs chances de rémission. En effet, nombre de ces cancers ne sont dépistés que très tard, lorsque la maladie se trouve déjà à un stade avancé. En conséquence, les hommes se trouvent contraints à suivre des traitements lourds, invasifs et très coûteux. En 2022, le cancer de la prostate aurait coûté 2,4 milliards d'euros. Or, des méthodes de dépistage existent, ciblant des populations à risque, les hommes de plus de 50 ans. Des examens biologiques permettant le dosage de taux de PSA pourraient être faits de manière plus systématique, pour un coût modeste et un gain important pour la santé de la population. L'Association des patients porteurs d'un cancer de la prostate, l'Association nationale des malades du cancer de la prostate, l'Association Cancer de l'Homme sont engagés sur le sujet et plaident pour une meilleure communication auprès de la population à raison. Comme pour le cancer du sein, des actions d'information et de sensibilisation de masse pourraient être mises en place tant à l'échelle nationale que locale en s'appuyant sur ces associations de patients. Monsieur le ministre, est-il envisageable et envisagé de mener des campagnes nationales de dépistage de cancer de la prostate? Ces dépistages de masse permettraient par ailleurs d'étudier le profil des malades de ce cancer. Ils permettraient d'établir des liens potentiels entre l'émergence de cette maladie et des typologies d'activités professionnelles. Ils permettraient d'agir sur les facteurs de risque environnementaux exposant au développement de cette maladie. Monsieur le ministre, des études sont-elles diligentées par votre ministère pour étudier plus avant les conditions de survenue de cette maladie et de son évolution? Merci.
Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, merci pour votre question concernant le cancer de la prostate. Donc vous avez rappelé malheureusement l'impact important sur la population masculine française et notamment ses taux de mortalité. Naturellement que le ministère de la Santé souhaite se mobiliser sur ce sujet-là pour pouvoir intensifier les campagnes de dépistage. Mais je veux vraiment préciser scientifiquement la méthode. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur une médecine basée sur les preuves. C'est tout le sujet de la lutte contre l'obscurantisme que je mène depuis quelques semaines. Et vous le savez, et c'est là-dessus que je voudrais bien qu'on puisse se mettre clair, c'est que le dépistage de cancer de la prostate fait l'objet de nombreux débats de la communauté médicale et scientifique internationale. Et je rappelle que les expertises et les recommandations des agences et d'évaluation et d'autorité sanitaire publiées en France ne plaident pas en faveur d'un dépistage systématique. On reste bien sur un dépistage individuel que l'on peut naturellement encourager chez tout homme de plus de 50 ans qui a des facteurs de risque, mais on est exposé, si c'était systématique, à une surdétection qui aurait finalement un effet négatif en termes de santé. En tout cas, voilà les données récentes des recommandations qui sont en ma possession. Ça n'empêche pas, fort de ça, de sensibiliser les patients, notamment de plus de 50 ans, et la communauté médicale, médecins généralistes, urologues, pour favoriser le dépistage, soit par le toucher rectal, soit par le taux de PSA. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas suffisamment d'éléments scientifiques pour systématiser la campagne du fait du sur-risque de surdétection. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question qui s'adressait initialement à Madame Catherine Vautrin porte sur la régulation et le contrôle des crèches tenues aujourd'hui par de grands groupes financiarisés qui parfois se montrent, c'est le moins que l'on puisse dire, peu scrupuleux du bien-être tant des enfants qu'ils accueillent que de leurs salariés. Alors que les manquements et les scandales se sont accumulés ces derniers mois, scandales que Victor Castanet a mis en lumière dans son ouvrage Les Ogres, que des familles vivent dans un climat d'insécurité lorsqu'elles déposent leurs bébés et leurs tout jeunes enfants à la crèche, nous attendons encore aujourd'hui une réaction ferme de la part de l'État et du gouvernement. Pourtant, et ça aurait pu vous inspirer, le Sénat s'est saisi du sujet suite aux diverses révélations et a publié un rapport d'information accompagné de 15 propositions. Je remercie d'ailleurs mes collègues et me permets un clin d'œil à Émilienne Poumirol et Marion Canales. Alors, ma question, elle est très simple, Monsieur le Ministre. Comptez-vous reprendre ces propositions à votre compte et, par exemple, celle proposant de donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèches, comme cela se fait pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cela permettrait, me semble-t-il, à la fois d'harmoniser les contrôles et de permettre aux contribuables de s'assurer que les deniers publics sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire avant tout dans l'intérêt des enfants. Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable que les autorités nationales fixent un coût minimal par berceau pour qu'on évite que dans les procédures d'appel d'offres, en l'absence de toute réglementation, norme ou indication nationale, le coût soit la variable ultime de décision puisse être la variable ultime de décision au détriment d'autres considérations telles que le taux d'encadrement ou la professionnalisation des personnels. En tout cas, Monsieur le Ministre, il est temps de s'attaquer à ce sujet. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre Yannick Neuder. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Colombe-Brosset. Je vous transmets les éléments de réponse de la ministre Vautrin qui s'est engagée effectivement à consulter les élus avant l'été sur le sujet de l'accueil des jeunes enfants dans les crèches notamment et de consulter donc les élus avant la fin de l'année avec des mesures qui seront expérimentées sur l'année 2026. La sécurité des enfants passe naturellement avant les considérations tarifaires. C'est pour lequel il y a eu des dérogations concernant les micro-crèches qui seront alignées sur ceux des crèches. Ça donne lieu à un décret relatif à l'accueil des enfants en micro-crèche qui a été publié le 2 avril 2025, donc c'est tout récent, qui permet effectivement de revoir les normes d'encadrement des micro-crèches qui seront rapprochées de celles des crèches classiques. Et les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon
façon conforme à leur valeur de formation. Ces dispositions entreront majoritairement en vigueur au 1er septembre 2026, le temps de permettre aux professionnels de se former. Concernant le référentiel qualité qui sera publié dans les prochaines semaines, il y aura un référentiel compétences conformément à la loi plein emploi et un guide de contrôle sera également adressé à l'ensemble des services de PMI des départements. Par contre, je ne manquerai pas de transmettre à la ministre Vautrin de prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, du rapport que vous avez rédigé avec vos collègues sénatrices pour pouvoir effectivement l'enrichir. Je transmets ça tout à l'heure. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous interroge aujourd'hui au sujet de l'absence de conclusion d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Depuis 1996, les COG conventions sont conclues entre l'État et les organismes de sécurité sociale. Elles permettent notamment, sur une durée de 5 ans, de fixer les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour moderniser et améliorer la performance du système de protection sociale. Or, celle concernant le régime minier entre l'État et la CAN-SSM a pris fin au 31 décembre 2024. Cette carence est problématique, d'autant qu'à ce jour, les tutelles n'ont donné aucune orientation et n'ont engagé aucune discussion pour la renouveler. Cela crée une situation anxiogène pour les personnels inquiets pour leur avenir, pour les affiliés et assurés sociaux pour lesquels l'offre de santé minière est indispensable. Cela ne crée pas des conditions sereines pour une coopération entre la Caisse nationale d'assurance maladie et la CAN-SSM pour le futur. Cela alors même que la CAN-SSM joue un rôle important, vous le savez, en Moselle en tant qu'offreur de santé. Une situation précaire était déjà apparue en 2021 alors que de nombreux élus locaux et nationaux avaient apporté un fort soutien pour consolider l'offre de santé Filieris. L'absence de COG crée une forme de pression pour la CAN-SSM disposant sur les territoires miniers de nombreuses œuvres, établissements sanitaires et médico-sociaux, de services de soins à domicile ou d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le recrutement indispensable de médecins et personnels médicaux est rendu encore plus problématique, alors même que les anciens bassins miniers sont déjà en position de faiblesse. Plusieurs fédérations et syndicats, ainsi que des membres de la CAN-SSM, vous avez déjà contacté sans réponse il y a de cela plus d'un mois et demi. La mise en place d'une COG serait un véritable levier pour nos territoires et permettrait de conforter pour toutes et tous une offre de soins indispensable. Merci donc, Monsieur le ministre, de nous préciser vos intentions sur ce sujet. Merci. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur le ministre Yannick Neuder. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Weber, vous relayez à juste titre les interrogations des fédérations représentant les assurés du régime minier sur l'absence de convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2025. Cette situation suscite à juste titre des inquiétudes sur l'avenir de l'offre de santé et notamment l'offre médico-sociale de la Caisse des mines, notamment auprès du personnel. Vous l'indiquez également, la convention précédente a pris fin au 31 décembre 2024. Et les discussions sont en cours. Il a été précisé par le service du ministère du Travail au conseil d'administration de la Caisse des mines qu'il serait négocié une nouvelle convention. Les discussions, donc je vous le dis, sont toujours en cours. Il n'est pas inhabituel que des discussions soient en cours et ne soient pas finalisées, ce qui n'engage pas effectivement la continuité des prestations et le financement, puisque des budgets provisoires pour 2025 ont été alloués jusqu'à ce que les négociations aboutissent. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, c'est cette année que le gouvernement et le Parlement doivent se prononcer sur la pérennisation des haltes soins addiction de Paris et Strasbourg, dispositifs dans lesquels les consommateurs de drogue en situation précaire peuvent consommer dans de bonnes conditions sanitaires et sous la supervision de professionnels, par dérogation à la loi française de 1970 sur la toxicomanie. Nommés salles de consommation à moindre risque à leur ouverture, ces outils de réduction des risques que sont les salles sont encore très souvent qualifiés de salles de shoot dans le débat médiatique, mais cette expression à l'origine de nombreuses idées reçues fait totalement l'impasse sur la dimension sanitaire et sociale de la réduction des risques. Tous les rapports récents ont en effet été très positifs sur l'expérimentation conduite à Paris et à Strasbourg depuis 2016. L'INSERM a estimé que ces dispositifs constituaient une intervention de santé et de tranquillité publique efficiente. La mission Flash, menée par 2 députés de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a révélé l'utilité du dispositif dans la prise en charge des usagers de drogue précaires.
Et enfin, un récent rapport de l'inspection générale de l'administration, effectué à la demande du gouvernement, estime même que la fermeture des 2 haltes soins addiction de Paris et Strasbourg dégraderait la tranquillité publique, mettrait en danger les usagers en situation précaire et mobiliserait des forces de police inutilement pour gérer les consommations qui seraient rendues à l'espace public. Mais monsieur le ministre, le temps passe et alors que la fin de l'expérimentation approche, le Parlement est toujours en attente du rapport d'évaluation du gouvernement. L'inquiétude grandit donc sur le cadre juridique qui doit permettre aux salles de Paris et Strasbourg de poursuivre leur activité après la fin de cette année 2025, sans même parler de la possible et nécessaire ouverture d'autres salles. Je veux donc interroger monsieur le ministre sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour permettre la pérennisation de l'activité des haltes soins addiction. Merci, cher collègue. Pour vous répondre, monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Féraud, votre question porte sur les dispositifs des haltes soins addiction, les HSA, qui s'inscrit dans la réduction des risques d'infection, de surdose mortelle, avec un accès facilité au parcours de soins, mais également en proposant une réponse aux problématiques de tranquillité publique causées par les usages de substances dans les espaces publics. Il s'agit donc d'un dispositif sanitaire qui constitue un élément de la réponse aux problématiques complexes posées par l'usage de ces substances. Il est complémentaire aux autres prises en charge, qu'elles se fassent à l'hôpital ou en vide, dans les secteurs médico-sociaux spécialisés et s'adresse particulièrement aux usagers les plus éloignés du soin. Vous l'avez rappelé, il s'agit d'un dispositif expérimental institué par la loi du 26 janvier 2016, initialement expérimenté pour une durée de 6 ans. Les 2 HSA, Paris et Strasbourg, ont fait l'objet d'une prolongation en 2022 pour une expérimentation qui prendra fin le 31 décembre 2025. En complément du rapport IGA de 2024 que vous citez, une évaluation scientifique indépendante portant sur la 2e phase de l'expérimentation sera prochainement rendue. Celle-ci portera notamment sur l'impact des HSA sur la tranquillité publique et sur le parcours de soins des usagers. Cette évaluation permettra de nourrir le rapport au Parlement attendu dans les 6 mois précédant la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire en juin 2025. Ce rapport permettra à la représentation nationale de déterminer le devenir des HSA à l'issue de la période d'expérimentation sur la base de données scientifiques solides. Concernant la position du gouvernement sur le sujet, elle n'est donc pas arrêtée à ce jour. Nous attendons les conclusions des experts indépendants et des inspections pour prendre les mesures qui seront fondées sur des éléments objectifs. Donc, juin 2025. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Depuis de nombreuses années, nous sommes plusieurs parlementaires à alerter les ministres de la Culture successifs sur les difficultés soulevées par le décret-son d'août 2017 pour le spectacle vivant et plus particulièrement pour les festivals et les spectacles en plein air. Ce décret fixe des limites acoustiques particulièrement restrictives sans qu'aucune étude de faisabilité n'ait été diligentée pour vérifier l'applicabilité de ces normes aux différents acteurs. Ainsi, les organisateurs de festivals en plein air soumis aux aléas climatiques qui peuvent modifier la directivité du son et l'impact sur les riverains se retrouvent soumis à des contraintes identiques à celles qui prévalent pour les lieux clos. Autrement dit, à l'heure où la lutte contre l'inflation normative sonne comme un mantra, le décret-son s'avère typiquement une mauvaise réglementation. Inopérante, bloquante, elle met en danger aujourd'hui toute une filière pourtant vitale pour la vie culturelle et économique de nos territoires. Après 8 ans d'application et plusieurs expérimentations pour tenter de respecter les limites de l'émergence établies dans le décret, il est temps d'arrêter et de sortir de cette situation. Car en 10 ans, le spectacle vivant et notamment les festivals ont dû faire face à une hausse exponentielle de leur coût d'organisation. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs si une réflexion sur l'avenir des festivals est en cours aujourd'hui. Je pense qu'il se révèle urgent d'agir pour donner de l'air à la filière, car je crois que l'été prochain, des événements culturels vont peut-être disparaître. Alors la saison des festivals va battre son plein. Je vous demande solennellement, Madame la Ministre, de suspendre l'application de ce décret-son jusqu'à la fin de l'année, le temps vraiment de déterminer les normes réalistes et applicables qui pourront concilier pleinement préservation de notre vie culturelle et exigences en matière de santé publique. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour vous répondre, Madame la Ministre Valérie Létard. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Sylvie Robert, Madame la Sénatrice, le gouvernement est pleinement conscient des complexités qu'engendrent pour les festivals les dispositions du décret-son.
Les ministres de la Culture, de la Santé et de l'Environnement échangent afin que les travaux de l'association Agissons soient étudiés avec la plus grande attention, de même qu'une simplification de la réglementation. Celle-ci doit en effet être techniquement et financièrement applicable par les professionnels. Le ministre de la Culture souhaite que soient examinées certaines mesures substitutives propices à atteindre l'objectif de respect du voisinage tout en étant réalisées pour les festivals. À titre d'exemple, étant réaliste pour les festivals. À titre d'exemple, il pourrait être notamment envisagé de réglementer le recours aux basses fréquences qui sont les plus gênantes pour le voisinage, voire dangereuses pour la santé, d'alléger le recours aux études d'impact des nuisances sonores, notamment en cas de production de spectacles répétés dans des lieux et configurations similaires. Le travail est en cours avec les ministères de la Santé et de l'Environnement sur ces simplifications envisageables qui ne manqueront pas de vous tenir informés des conclusions et du calendrier de ces travaux. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la Présidente, 19 secondes. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Vous savez que le contexte budgétaire impacte déjà beaucoup le spectacle vivant et notamment les festivals. Je crois que vraiment si on pouvait simplifier ou expérimenter encore, ça fait 8 ans, avant l'été, de façon à ce qu'on trouve vraiment cet équilibre qui est compliqué, cette tension, mais qui pourrait quand même faciliter l'organisation dans nos territoires de ces festivals et spectacles. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les mesures fortement préjudiciables prises par l'administration Trump. Coupe massive dans les programmes scientifiques, licenciement d'agents dans les agences fédérales liées à la santé, au climat, retrait d'organisations mondiales comme l'OMS. Ces décisions inquiètent la communauté scientifique mondiale qui voit un affaiblissement de la liberté académique et une menace pour les équilibres fondamentaux de nos démocraties dans l'indépendance de la recherche. Dans ce contexte, vous avez annoncé avoir sollicité plusieurs établissements français, les universités, les agences nationales, pour proposer des pistes d'accueil aux chercheurs contraints de quitter les États-Unis. Plusieurs universités, dont celle de Tours, dans mon département, ont déjà voulu répondre présent. À Tours, l'accueil de 10 à 15 chercheurs représenterait un investissement de 4 à 5 millions d'euros sur 3 ans, soit à peu près 450 000 euros par chercheur, et incluant les coûts de laboratoire, les coûts de recherche, les coûts de ressources humaines. Cette ouverture est essentielle, mais elle doit s'accompagner d'une coordination rigoureuse, de financement adapté et d'une stratégie claire, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Face à cette vague de fuite de cerveaux venus d'outre-Atlantique, la France et ses partenaires doivent se doter d'une stratégie ambitieuse pour attirer et retenir ces talents en consolidant l'espace européen de la recherche et en valorisant la science comme levier de souveraineté et d'innovation. Si notre pays dispose d'atouts indéniables, il reste encore peu attractif, notamment à cause des moyens insuffisants et d'un manque de valorisation des chercheurs, notamment ceux venant de l'étranger. Monsieur le ministre, quels dispositifs concrets sont à l'étude ou déjà engagés pour structurer ces accueils dans la durée? Des moyens budgétaires spécifiques seront-ils alloués? Et comment cette démarche s'articulera-t-elle avec la stratégie nationale de recherche et de besoins déjà exprimés dans les établissements universitaires français? Merci. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez absolument raison. L'inquiétude que vous avez mentionnée, c'est effectivement une inquiétude qui est palpable dans tous les laboratoires. Je vais régulièrement, évidemment, dans les laboratoires et dans les universités. J'étais à Tours, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, c'est un sentiment de grande inquiétude. Pourquoi? Il faut rappeler quelque chose de simple, c'est que les États-Unis investissent des sommes considérables dans la recherche, en fragilisant, en faisant des coupes qui sont des coupes radicales dans leur programme de recherche. Et en fait, ils affaiblissent indirectement aussi des programmes internationaux majeurs. Et ça a des impacts qui sont considérables dans le domaine de l'observation de la Terre, pour le climat, dans le domaine de la santé,
Voilà, donc il y a tout un ensemble de secteurs qui sont considérablement affectés. Donc, face à ces inquiétudes, je pense que d'abord il faut rappeler le principe de la liberté académique auquel la France et l'Europe sont très attachées. D'autre part, nous avons mis en place des dispositifs pour soutenir des initiatives comme celle de l'Université de Tours, de l'Université de Marseille ou de Centrale, etc., qui accueillent des chercheurs internationaux aujourd'hui, et donc en particulier Choose France for Science. Une plateforme a été mise en place et derrière, effectivement, il y a des soutiens financiers avec des budgets nouveaux, additionnels, qui sont mis en place avec le soutien de France 2030. Ça a été lancé avec Elisabeth Borne conjointement il y a une semaine ou deux. Et donc derrière, c'est des cofinancements jusqu'à une hauteur de 50% qui permettront aux universités, aux organismes de recherche d'accueillir des chercheurs internationaux. Au-delà de ça, je veux mentionner que dès la semaine prochaine, le lundi 5 mai, le président de la République accueillera à Paris une conférence, un colloque avec les ministres de la recherche européens, avec la présidente de la Commission sur la question de la recherche et la place de la recherche à la fois en France, en Europe. Et évidemment, ces questions seront au cœur des discussions que nous aurons à mener. Je crois qu'au-delà simplement de la question de l'accueil des chercheurs, il y a aussi la question de savoir ce que la France et l'Europe doivent faire pour développer leur autonomie en termes de programmes pour se projeter dans l'avenir de la recherche. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 25 avril 2019, le Président de la République avait pris l'engagement de ne procéder à aucune fermeture d'école sans l'accord préalable du maire. Le 2 avril dernier, la ministre de l'Éducation nationale a confirmé dans cet hémicycle, je la cite, qu'il ne peut pas y avoir de fermeture d'école sans l'accord du maire. Pourtant, sur le terrain, je constate que des suppressions de postes d'enseignants entraînent mécaniquement des fermetures d'écoles communales pour la rentrée 2025. Ces décisions prises dans certains cas sans concertation suffisante, malgré les demandes de dialogue formulées par les représentants d'élus, suscitent de vives réactions chez les maires, les parents d'élèves et les habitants des communes concernées. Si les évolutions démographiques constituent une réalité dont chacun est prêt à tenir compte, elles ne sauraient justifier la remise en cause des engagements pris par le chef de l'État, qui plus est à l'approche d'échéances majeures à l'échelle locale. Dans ce contexte, pouvez-vous me certifier que tous les territoires, et notamment le département du Lot, entrent effectivement dans le périmètre des engagements pris devant les Françaises et les Français par le Président de la République et devant la représentation nationale par le gouvernement? Merci. Pour vous répondre, Monsieur le Ministre Philippe Baptiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Marc Fessous-Fort, je vous remercie pour votre question qui me permet de revenir au nom de la ministre d'État Elisabeth Borne sur la méthode d'élaboration de la carte scolaire. Cette dernière résulte, comme vous le savez, d'un travail pluriannuel et donne lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux. Elle est fondée sur une appréciation objective de la situation de chaque école et de chaque territoire. Elle prend aussi en compte les temps de transport des élèves. Pour mieux répondre aux préoccupations légitimes des élus locaux, les observatoires des dynamiques rurales se sont mis en place dès 2024 dans tous les territoires. Cette instance a vocation de renforcer le dialogue et la concertation entre le DAZEN et les élus et permet de partager les évolutions démographiques du territoire et leur implication pour la structure des écoles. Cette évolution favorable répond, vous l'avez rappelé, à un engagement du Président de la République de ne fermer aucune école dans les territoires ruraux sans l'accord du maire. Il est mis en œuvre depuis la rentrée 2019 et je vous confirme donc à la rentrée 2025, l'État maintiendra son engagement de ne pas fermer d'école sans l'accord du maire. Et ce, malgré une baisse démographique que vous avez mentionnée qui touche l'ensemble du territoire, dont évidemment aussi votre département. À la rentrée 2024, le Lot comptait 10 680 élèves dans le premier degré, soit 400 de moins qu'en 2022 et 1143 de moins qu'en 2017. Pour 2025, une baisse supplémentaire de 218 élèves est prévue. Cette baisse n'a pas entraîné de suppression de postes, au contraire. Le taux d'encadrement des élèves s'améliorera cette année encore dans le Lot, avec un nombre d'élèves par classe qui sera de 19,4 à la prochaine rentrée. Dans le Lot, la carte scolaire prévoit seulement la fermeture de 2 classes et ces fermetures n'auront pas d'incidence sur l'encadrement des élèves lotois. Je vous remercie. Merci. Monsieur Fessous-Fort, il vous reste 48 secondes. Dans le Lot, la fermeture de 2 postes entraîne la fermeture de 2 écoles. C'est ça la réalité. Donc j'ai entendu votre réponse qui me semble claire. Donc je serai particulièrement vigilant à ce que cette réponse soit appliquée
sur le terrain, parce que l'école de la République, c'est le pilier de la vitalité des communes rurales. J'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer au Premier ministre à l'occasion d'une correspondance à date du 2 février 2025, restée sans réponse à ce jour. Le maintien d'un maillage scolaire cohérent dans les espaces de faible densité garantit en effet la qualité de l'éducation dispensée aux enfants. L'école, en plus de constituer un investissement solide pour l'avenir, est un vecteur essentiel de lien social et d'attractivité pour nos villages.